Chers voyageurs, j'espère que vous avez passé une interlude agréable, que vous avez trouvé votre bonheur, que vous avez pu aussi échanger et débriefer sur le début de notre exploration. De notre côté, avec notre félin pilote, j'ai une bonne nouvelle, on a pu réparer un des 3 réacteurs endommagés, plus que 2, donc on va poursuivre notre exploration en attendant. Autour du technosolutionnisme. Technosolutionnisme, fausse bonne idée. Pour nous éclairer, on va accueillir 3 experts, dont le premier qui vous sera familier. Il est ingénieur, expert en numérique responsable, Guillaume Gallon. Elle produit des kits de diagnostic des cancers à travers la société Genexpat, qu'elle dirige, Juliette Renaud. Il s'occupe de développer Clearop, le premier data hub souverain européen, une plateforme de données qui facilite leur exploitation. Franck Amiot. Bienvenue à tous les 3. Je vous présente nos voyageurs, venus d'ailleurs. Pour qui technosolutionnisme n'est peut-être pas un mot familier, est-ce qu'on peut commencer en expliquant ce mot, peut-être Juliette? Pour nous non plus, si c'est clair. Non, je crois pas, non. C'est le fait de... C'est cette espèce de fuite en avant, finalement, de continuer de travailler sur la technique pour résoudre des problèmes créés par la technique elle-même. Donc, on crée peut-être nos propres problèmes aujourd'hui. C'est la question, finalement, qu'on se pose. Une sorte de syndrome de la société. C'est ça. Donc, lié à la technologie. Voilà. Ouais, on peut peut-être l'expliquer de manière imagée. Moi, j'aime bien les images. C'est un petit peu cette poussière là qu'on a dans le salon. Alors évidemment, on nous embête. Quand on fait du technosolutionnisme, on prend le balai et on la pousse sous le tapis. Alors bon, au début, personne n'y voit rien, mais il peut arriver à un moment donné qu'il y en ait tellement pour que le tapis soit plus à plat. Donc la tech, en fait, c'est bien, ça résout quand même des problèmes. Il y a des solutions qui sont apportées par la technique, par l'innovation. Mais donc, si je comprends bien, ça peut aussi ne pas l'être. Est-ce que vous avez des exemples d'usage où la technologie, là où ça apportait une solution, ça devenait un problème? Des exemples d'usage? Ouais, j'en ai peut-être un à présenter qui est tout simple. Il y a 30 ans, quand on avait des conférences à faire à New York, on prenait l'avion. Jusque-là, c'est plutôt sympa. Ça générait une empreinte carbone assez importante, ça prenait du temps, ça coûtait cher. Et puis souvent, on n'avait pas le temps de pouvoir enchaîner New York, Londres et puis les conférences qu'on avait à Paris. Donc on a créé un truc que vous connaissez peut-être, ça s'appelle Internet, la visioconférence. Donc du coup, maintenant, on peut intervenir à peu près partout dans le monde grâce au numérique. Et puis ce qui est génial, c'est que le numérique, c'est magique. Le numérique, c'est indolore. Bon, je crois qu'on en a un petit peu parlé avant, pas que. Et c'est à la fois une super solution, le numérique, pour pouvoir éviter de prendre l'avion, éviter de polluer avec le fuel qu'on consomme et générer tous les gaz à effet de serre associés. Par contre, on découvre un petit peu après coup que cette solution technique génère elle-même des impacts. On a parlé d'états rares tout à l'heure, mais ça génère aussi pas mal d'autres trucs à côté. Donc là, ça génère des solutions et ces solutions entraînent d'autres problèmes. Franck, est-ce qu'un petit mot sur ça aussi, sur les exemples en particulier? Oui, sur les exemples en particulier, donc moi j'ai fait pas mal de trading, de finance en fait, où on cherche à aider le trader, l'homme, par de la techno. Donc on veut remplacer l'homme par la techno. Et puis on cherche en fait à systématiser en fait des actions. Là où la systématisation n'est pas forcément en fait toujours la clé du succès. Et j'ai beaucoup travaillé autour de ça sur comment modéliser en fait la réaction humaine. Et moi je suis un sportif, je suis un ancien sportif en fait, même si ça se voit plus trop. Quand je faisais du sport, on m'apprenait à être systématique, donc à toujours faire les mêmes choses en même temps, au même moment, donc ça marchait bien. Et puis je m'entraînais beaucoup et en fait je jouais
pas beaucoup en fait finalement. Et puis je me disais mais qu'est-ce que je fous encore dans cette équipe puisque je joue pas beaucoup. Et ce que j'ai appris bien plus tard justement ma modélisation on va dire de trader, c'est que j'avais un petit grain de folie en fait. J'étais pas le mec hyper conventionnel. Et donc du coup, on me faisait rentrer pour débloquer une situation. C'est-à-dire quand à un moment tous les systèmes ne marchent plus, on a toujours appliqué le même. D'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez beaucoup la télé en ce moment, c'est chiant le sport professionnel, c'est toujours la même chose, on voit toujours les mêmes systèmes. Et puis pour débloquer, on a un petit grain de folie. Et moi je l'avais en fait, c'est pour ça que j'étais là. Et donc dans la finance et dans le technosolutionnisme de la finance, on n'arrive pas à modéliser ce petit grain de folie. C'est-à-dire qu'on veut tous faire la même chose, avoir tous les mêmes automates de trading. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est le petit grain de folie qui fait gagner. Et celui-là, j'ai jamais réussi à le modéliser. Et donc, je me pose encore beaucoup de questions de comment on peut faire ça en fait. Comment on peut... Oui, tu voulais intervenir, Guillaume, sur cette partie. Comment on peut faire ça? Alors non, pas sur le comment on peut faire, mais sur... parce que là, on est en train quand même de se dire, ouais, le technosolutionnisme, c'est pas bien, ça génère des impacts à chaque fois. Il y a des fois où ça marche bien. Il y a des fois où en médecine, on arrive à faire beaucoup plus et beaucoup mieux que les impacts générés par le reste, mais je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Ouais. Nous, c'est un problème permanent, c'est-à-dire que le problème en médecine, et si on prend le cas particulier du cancer, c'est que pour tenter de le soigner, on a besoin de mieux le comprendre, on a besoin de mieux le diagnostiquer, mais on génère des données avec ce qu'on utilise aujourd'hui en matière de diagnostic, en matière de suivi des traitements, on génère beaucoup de données, on séquence, donc on obtient beaucoup d'informations. Mais ces informations, on n'est pas forcément en capacité de les traiter. Et donc plus on a d'informations, plus on a l'impression d'en savoir, mais au final, plus on est perdu. Et donc on cherche toujours une aiguille dans une meule de foin. La seule différence, c'est qu'on a augmenté la taille de la meule de foin. Et on n'a absolument pas changé la taille de l'aiguille. Et c'est quand même un problème récurrent. Donc on est dans cette fuite en avant de se dire, mais on est capable d'aller chercher beaucoup d'informations, ce qui apporte potentiellement effectivement beaucoup d'éléments. On a plus de recul, on utilise des statistiques, mais avec le risque parfois que ces informations ne soient pas du tout en capacité de les traiter et qu'elles n'améliorent pas les choses, mais qu'elles créent un flou qu'on n'est pas encore capable de résoudre. En tout cas, tu nous as un peu rassurés. Merci Juliette aussi, Guillaume, sur le fait qu'il y a quand même des choses positives qui se passent avec le technosolutionnisme, qu'on trouve des solutions. Et je pense que dans vos activités respectives, vous répondez à divers problèmes. Donc, par exemple, sur le traitement des cancers, ces solutions, en fait, je me dis que l'enjeu, il est de trouver le bon rapport pour une technologie entre le nombre de solutions qu'elle apporte et le nombre de problèmes qu'elle engendre. Je pense par exemple, le plus gros problème qu'a engendré la technologie, c'est l'environnement. On en parle beaucoup avec les data centers, la consommation d'énergie énorme. Peut-être que Guillaume, tu peux en toucher un mot sur cette partie-là et sur ce rapport solution-enjeu. Ouais, en fait, je vais peut-être dire un truc très simple. La technologie, c'est cool quand même. Enfin, moi, je suis là sur cette scène parce que quand j'étais gamin, ça me faisait rêver et ça me fait rêver encore. Et je pense que, j'allais dire, dans un festival qui s'appelle le NWX Festival, je pense que vous êtes tous fans de techno. Alors, effectivement, il y a des trucs pas cool avec la technologie, on en parle beaucoup, mais il y a des trucs qui sont cool. En fait, le truc qu'il faut qu'on se rappelle sur la technologie, c'est que c'est juste un outil et que les outils peuvent avoir des impacts positifs, ils peuvent avoir des impacts négatifs. Ce qui est important, et à la pause, j'ai eu ce début de discussion avec l'une d'entre vous, et je l'en remercie. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ces outils. C'est l'usage qu'on en fait qui est important. Souvent, j'allais dire, avec mes étudiants, je leur explique l'histoire du marteau. Et un marteau, ça peut avoir un impact positif si je construis des maisons avec, si je l'utilise pour réparer mes objets du quotidien. Et ça peut avoir un impact qui est complètement abominable si je le prends et que je vais sur un chantier de guerre et que je tape sur mes voisins avec ce marteau. Ça peut être complètement effroyable. Ce qu'il faut, c'est se raisonner par rapport à la technologie. Mais la technologie en tant que telle, elle est cool. Le marteau, il est cool. Il n'a rien fait à personne. Ce qui est important, c'est ce qu'on veut en faire. Donc l'outil, c'est un outil, la technologie, donc pas une solution en soi. Ça dépend ce
ce qu'on en fait. Est-ce qu'à part la technologie et la course à l'innovation, il y a d'autres moyens de trouver des solutions? Ouais, il y en a. Enfin, j'allais dire, je laisserai la parole à mes copains juste après, mais il y en a un qui est très simple. On va prendre la technologie, on va prendre le marteau. Le marteau, je vais faire exprès de ne pas le mettre dans la technologie. Alors, c'est une technologie pour l'homme de Cro-Magnon. Pour nous, c'est quelque chose d'assez basique. C'est qu'il y a plein d'outils dans notre mallette pour résoudre les problèmes du quotidien. Et aujourd'hui, on est tous focusés sur la technologie comme étant la solution à nos problèmes. On fait du trading haute performance, on fait de la data analytique pour découvrir des cancers, c'est cool, mais il n'y a pas que ça. En médecine, on peut, et sur la détection de certains cancers, j'ai lu dernièrement, mais ça pareil, je te laisserai en parler beaucoup mieux que moi, qu'on pouvait utiliser des animaux pour détecter des phéromones, des odeurs, et que la technologie, l'ordinateur, l'analytique et tout ce qui vient avec, c'est un truc qui est cool, mais ce n'est pas le seul outil qu'on a dans la mallette. Et aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à ouvrir nos yeux, il faut qu'on apprenne à ouvrir la mallette des outils qu'on a à disposition pour continuer à aller plus loin dans les solutions des problèmes justement qu'on identifie au quotidien. Et c'est ce qu'on appelle, je crois, les low-tech. Ouais, low-tech. En partie, c'est une partie de la solution. Donc, c'est effectivement la technologie, à quelle fin on va l'utiliser. Pour ça, il faut peut-être mettre en place une réglementation, se dire, OK, la technologie dans tous les sens, c'est bien, mais comment c'est cadré tout ça? Est-ce que, Franck, tu peux nous parler de ça, de cet aspect cadrage de la technologie, le rôle des institutions dans la technologie? Ouais, je pense que c'est un sujet important, le cadrage de la technologie par des... On va dire, j'aime pas parler de loi, mais en tout cas, il faut qu'on ait conscience qu'il faut cadrer les choses. Et pour cadrer ça, alors c'est une réflexion qu'on a eue sur nous chez Clearup, hein, puisqu'on propose un hub de souverain, on va dire souverain européen, donc on va dire orienté souveraineté européenne, donc loi européenne, et surtout anti-Cloud Act américain. Et la réflexion qu'on a souvent, c'est dépendant donc de lois, de législation. Et les lois, il faut les prendre, il faut les créer, il faut les faire. Et ce que l'on voit souvent, c'est que dans les institutions publiques, il manque peut-être un petit peu d'ingénieurs, on va dire. Donc, on va dire, je ne sais pas si le terme est bon, mais de techniciens, de technophiles, voilà, d'ingénieurs tout simplement, pour prendre les bonnes décisions. Parce que c'est un monde qui est très compliqué. Ce que l'on peut faire avec la techno, on parle beaucoup de ChatGPT, où il y a énormément de fantasmes, et tout ça, ça se mélange. Et du coup, quand on parle d'un cadre souverain, nous, ça nous intéresse beaucoup, mais on a beaucoup de difficultés à définir ce cadre souverain. Et je pense que ça peut être l'encadrement, en fait, peut être intéressant, même s'il ne faut pas en mettre trop non plus. Et on a du mal à trouver un juste milieu entre le développement ultra rapide et parfois incontrôlé de la technologie et l'image parfois extrêmement positive qu'on en a parce que ça va résoudre tous les problèmes, et inversement le côté très en retrait, inquiet, qui voudrait cadrer parfois à l'extrême l'utilisation de cette technologie. Et ce juste milieu-là, on devrait peut-être le regarder, mais tous finalement, dans l'utilisation qu'on fait de la technologie et en tant que citoyen, on devrait peut-être le regarder avec un peu plus de recul. Ouais. J'ai un petit complément sur cette idée-là. Vous connaissez tous la blockchain, je pense. Et quand le buzz est arrivé il y a, on va dire, 6-8 ans en arrière, c'était justement en fait une volonté de casser ce cadre normatif en fait que l'on avait dans le monde bancaire ou ailleurs, avec des places en fait contrôlées, intermédiées. Et donc on a la blockchain, on va dire les blockchainers entre guillemets, si je peux les appeler comme ça, voulaient désintermédier. En fait, ils voulaient casser l'intermédiation et donc toute cette technologie d'intermédiation. Et finalement, quand je discutais avec eux, parce que moi j'étais dans le monde bancaire, donc ils voulaient me disrupter, ils voulaient me désintermédier, donc je fais c'est très bien. Je suis content de ça, parce que je suis aussi j'adore la techno, mais en fait, ils ne s'apercevaient pas que eux deviendraient en fait l'intermédiateur, c'est-à-dire que la blockchain devenait techniquement l'intermédiaire et donc l'autorité de contrôle. Et ça, ils n'en avaient pas conscience. Donc c'est pour illustrer cette difficulté du cadre normatif versus possibilité techno. Et du coup, pour avoir quitté ce monde de la blockchain, je pense le soufflet est en train un peu de redescendre, parce que
il n'y a pas un cadre global en fait de la technologie. Parce que la blockchain, on n'en fait pas tout seul dans son garage, sinon ça ne sert à rien. Il faut le faire entre plusieurs entités qui veulent vraiment collaborer. Et aujourd'hui, dans le business, on a des ententes, on va dire, mais on n'a pas des volontés de collaboration franche. Et donc, du coup, ça rejoint cette idée de cadre qui me paraît intéressant, en fait. Ouais. Moi, ce que je rajouterais en complément, c'est qu'avoir un cadre normatif, avoir des lois pour nous rappeler à l'ordre quand on a dépassé la limite de l'acceptable, c'est important. Mais c'est la solution in fine au travers. Il y a un intermédiaire entre les deux. On a lâché des outils ultra puissants, des gadgets, des trucs qui nous font rêver, des trucs qui vont peut-être nous permettre de vraiment construire notre société de demain. Ce qu'on n'a pas mis en place, parce qu'on a changé les paradigmes quand on a lâché ces jouets dans la société, c'est de mettre en place une gouvernance, une organisation pour se poser les questions. On se le disait tout à l'heure, aujourd'hui on a lâché des outils de haute technologie dans les mains de grands gamins que je suis, mais je ne suis pas nécessairement le technicien en capacité de comprendre l'intérieur de la machine, et puis je ne suis peut-être pas non plus la bonne personne pour savoir la réguler. Et donc dans cette gouvernance, on doit retrouver les fonctions classiques de la société, le législateur, le gentil organisateur, le disrupteur, l'opposeur de conscience par rapport à la technologie, et mettre en place justement des mécanismes sociétaux pour apprendre à rentrer dans une ère de maturité de comment est-ce qu'on utilise cette technologie, quand est-ce qu'on l'utilise, quand est-ce qu'on ne l'utilise pas. Et puis après, on peut se mettre des règles comme pour l'automobile. Si on dépasse les limites qu'on s'est données, à ce moment-là, on sanctionne, mais on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus punitif. Mais déjà, comprenons qu'on a changé de société, comprenons qu'on a changé de paradigme et organisons-nous pour accueillir cette technologie de manière intelligente et structurée. Effectivement, Internet, ça dépasse un peu les frontières, ça casse les frontières, et donc on a cet espace commun, le cyberespace, et donc le but, c'est de le cadrer. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place au niveau, on va dire, des organisations les plus internationales, comme l'OTAN ou ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui ont été mises en place? Franck, peut-être qu'avec l'Europe, vous avez... Avec l'Europe, oui, au niveau européen, il y a notamment l'initiative Gaia-X en fait, qui travaille sur l'interopérabilité d'échange de données, donc de datasets. Donc sur cette partie-là, on tombe dans le cas où on veut tous échanger nos données, on veut tous coopérer, mais on veut surtout savoir comment utiliser notre donnée. Donc il y a tout un cadre en fait de normes qui est en train d'être discuté, donc de normes on va dire aussi bien techniques que législatives, c'est-à-dire qu'à un certain moment, si je respecte pas en fait le cadre de la diffusion de la donnée, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, il y a des choses qui sont en train de en tout cas dans le domaine de la data, il y a des écosystèmes qui sont en train de se monter, qu'on appelle le data sharing, des data space, des data sphères, des choses comme ça. Et là, oui, il y a une grosse exploration technologique sur cette partie-là, au niveau de la preuve d'identité, au niveau de la traçabilité, au niveau de l'inviolabilité de la traçabilité. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui dans la data. Et cette data-là, donc si je comprends bien, c'est gérer la data au niveau institutionnel pour que les acteurs privés ou publics puissent l'utiliser et qu'on contrôle l'utilisation de cette donnée-là. C'est ça un peu l'objectif? Oui, exactement. C'est diffuser en fait de la data dans un cadre élargi, tout en gardant une gouvernance, on va dire, importante en fait sur l'utilisation, la diffusion. Et c'est intéressant sur Juliette, je vais te passer la parole sur ton métier au quotidien. Je pense que tu utilises et tu traites de la donnée aussi. Comment ça se passe? Oui, alors il y a une très grosse schizophrénie dans le secteur autour de ça, parce que, en gros, moi j'ai l'habitude de dire que les acteurs du métier, ils voudraient impérativement que les données des essais, des patients, soient accessibles à tous les autres professionnels, toutes les données sauf ceux qu'ils ont générés eux-mêmes. Et donc ça, c'est permanent. Et pourquoi est-ce que vous ne partagez pas vos données avec moi? Par contre, les miennes, vous comprenez bien que je ne peux pas les partager avec vous. C'est quand même... C'est un mix du communisme et du capitalisme. C'est ça. Okay. C'est vraiment de la schizophrénie. Et c'est vrai sur tout. C'est vrai sur, effectivement, la notion de consentement
de l'utilisation des données des patients en recherche, c'est vrai mais même sur les transformations du métier. Ah, mais on a toujours fait autrement, on ne faisait pas comme ça avant. C'est vrai sur le RGPD, c'est-à-dire qu'ils ont tous un côté, oui, mais attention, il faut protéger ma vie privée, entre guillemets, parce que c'est ma vie professionnelle privée, mais bon, en tout cas, mon confort en tant que professionnel, mais d'un autre côté, j'aimerais bien pouvoir effectivement utiliser des bases de données, utiliser des informations. Enfin, cette schizophrénie-là, elle est un peu permanente. Il y a une grosse accentuation, effectivement, des normes et de leur poids sur le secteur, ce qui est important. Mais on le fait en réaction, on le fait parce qu'on se dit, effectivement, de la donnée, il y en a partout, des innovations, il y en a partout, donc il faut qu'on arrive à les maîtriser. Mais la maîtriser au travers de la norme, c'est pas toujours... c'est une solution, mais je ne suis pas persuadée qu'elle soit forcément toujours adaptée. Donc voilà, je sais pas, on a ce rapport un petit peu, parfois de consommateur, et puis parfois où on se met un petit peu en retrait, et on se dit ah non, mais je ne veux pas que ça avance aussi vite, je ne veux pas qu'on utilise mes informations, je veux pas, je trouve qu'on prend un risque trop important. Donc la solution, elle ne serait pas au niveau, ou pas que au niveau de l'institution, mais aussi en tant que citoyen, chacun pourrait agir comment? C'est peut-être déjà lié à, finalement, si on commence à avoir ce regard sur le fait qu'on est utilisateur de cette technologie, mais qu'à un moment, on l'a tous trouvée dangereuse, on est tous contents d'avoir passé une commande et d'avoir été livré le dimanche par Amazon, et puis après on se dit, bah oui, mais moi j'étais aussi content d'être chez moi, et puis... et puis peut-être que je pouvais tout simplement attendre jusqu'à lundi. Enfin, cette question-là, on l'a en tant que citoyen, on l'a en tant que professionnel. Donc, c'est peut-être aussi nous, notre changement. Il y a plein de choses qui sont allées très vite. De temps en temps, on est très content qu'on puisse prendre notre temps et que ça puisse, qu'on puisse réguler, qu'on puisse organiser. Et puis de temps en temps, il y a une petite pandémie et puis on se dit que finalement, il faudrait que tout aille plus vite. Donc nous-mêmes, tant qu'on n'arrivera pas à prendre ce recul-là, on aura un petit peu de mal à trouver des solutions pour générer ces avancées. Ouais, dans les solutions, il y en a une qu'on n'a pas évoquée. On a évoqué le cadre normatif. In fine, on s'est dit qu'il fallait quand même avoir une gouvernance pour pouvoir piloter ces changements technologiques dans la société. Il y en a une qu'on n'a pas évoquée, qui est importante et qui rejoint ce que tu viens de nous énoncer. Aujourd'hui, on ne donne pas les clés de lecture de ce qu'il y a dans la technologie, j'allais dire à monsieur tout le monde ou à madame tout le monde. Et ce qu'on oublie de nous dire, parce qu'on est tous fans de notre soirée à regarder un film sur notre plateforme de streaming préférée, de commander notre pizza sur notre livreur préféré qui nous amène notre pizza sans qu'on ait eu besoin de bouger du canapé. Et je vous passe tous les usages de la consommation, de la fast consommation auquel on est soumis tous les jours. Ce qu'on oublie de nous réexpliquer, alors c'est pour ça qu'on a créé le numérique responsable, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on en parle. Et en tout cas, on ne sera pas avare sur ces sujets-là. On a fait des études il y a quelques années sur les neurosciences pour comprendre comment fonctionnait notre cerveau, pour comprendre qu'est-ce qui le faisait réagir. On a notamment mis le doigt sur une glande un petit peu particulière qui s'appelle le striatum, qui est assez archaïque, mais qui veut dominer. Alors je vous la fais en version courte, il y a des ouvrages très très bien sur ce sujet-là, mais on a besoin de dominer, on a besoin de pouvoir se nourrir, de pouvoir se reproduire, de pouvoir s'acculturer pour pouvoir dominer le monde qu'on exerce. Et ces neurosciences, elles ont bien compris ces mécanismes-là, et on a utilisé cette connaissance scientifique pour faire du marketing, pour exploiter finalement nos failles physiologiques d'être humain, pour nous faire consommer sans réfléchir. Et c'est aujourd'hui ça, la difficulté, c'est qu'on n'en a pas conscience. Donc du coup, on a du mal à lutter contre j'allais dire cette dopamine à la consommation, cette dopamine à la technologie. Et je pense que la première clé, ce serait déjà de l'enseigner, d'apporter des petites étiquettes, des petits éco-scores pour nous dire, bah là, vous, en consommant tel service, vous avez créé un vecteur de dépendance, comme pour l'alcool, comme pour le gras, comme pour le sucre, comme pour les drogues.
bah, il faudrait aussi le faire pour la technologie. Il faudrait aussi se dire, de temps en temps, bah, c'est peut-être pas applicable chez les nourrissons, chez les petits-enfants ou chez certaines populations fragiles. Et le simple fait d'apporter ces niveaux de lecture, ça permettra de conscientiser tout à chacun sur le fait que la technologie, elle est peut-être pas si anodine que ça et qu'on peut s'exposer à des dérives qu'on évoquait juste avant. Oui, ça me déculpabilise un peu du coup de savoir que c'est pas totalement de ma faute et qu'il y a des personnes au marketing qui agissent dans mon cerveau à ma place quand je vais sur Uber Eats. Non, c'est pas vrai. Je me justifie. Sur la partie, si on peut, là il nous reste 1 minute 20 ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez évoquer? On va faire le tour maintenant, on va passer après aux questions sur ces solutions-là. Donc là, on voit qu'on peut quand même agir en tant que citoyen sur l'acte d'achat si on était informé peut-être un peu mieux des impacts de ce qu'on achète. Voilà, chacun, si vous voulez interagir. Franck. Sur le côté responsable, il y a moi quelque chose qui m'anime en fait chez Clearup quand on fait de la data, c'est que, on en parlait tout à l'heure, c'est des systèmes qui sont extrêmement gourmands, extrêmement énergivores, et on l'a toujours entre guillemets attaqué un peu grassement la data, c'est-à-dire que quand on size un système, on se pose pas trop de questions, on met de la machine, on multiplie par 3 et puis hop, on y va. Chez Clearup, on a décidé de faire un petit peu autrement. C'est d'être un peu plus responsable, éco-responsable, et de se dire, soyons-nous data-driven, c'est-à-dire qu'on demande à nos clients, enfin on offre des solutions à nos clients pour être data-driven. Il faudrait déjà que nous, on soit data-driven et qu'on utilise nos données de consommation pour resizer, c'est-à-dire que si on s'est trompé, c'est pas grave, on le dit au client. Il paiera peut-être un petit peu moins, ça sera peut-être un petit peu moins vertueux pour Clearup, mais in fine, en étant responsable, je pense qu'on fera quelque chose d'un petit peu meilleur pour le futur et ça attirera plus de monde. Donc c'est un peu moi, ma conclusion, c'est sur ce côté-là, c'est d'être savoir ce que l'on fait, d'être transparent avec nos clients et avec nos utilisateurs, et donc d'utiliser cette donnée pour réajuster et puis avoir une empreinte moins importante en fait on va dire l'empreinte carbone, entre guillemets. La transparence sur nos pratiques, tous en tant qu'entrepreneurs, ok. Juliette, je vais te laisser ton mot de conclusion. Juste peut-être de prendre un peu le temps, ralentir un petit peu, regarder ce qui a avancé, en quoi le développement de cette technologie, elle nous a fait avancer, mais que finalement, ça n'empêche pas non plus d'en tirer l'essentiel. On n'est pas obligé non plus toujours d'avancer plus. Il faudra aller plus loin, il faudra faire ça. Peut-être qu'il y a plus à tirer de ça, d'une part. Et puis, ça n'empêche pas d'aller dans la low-tech non plus. Ça n'empêche pas d'utiliser des remèdes de grand-mère. Voilà, donc, c'est pas parce qu'on développe la technologie dans l'agriculture qu'on arrête d'utiliser les vers de terre, c'est le même principe. Donc c'est peut-être juste de ralentir un tout petit peu et de regarder ce qu'on a déjà obtenu. Ouais, c'est ça. Ok. Guillaume. Moi, je ne sais plus trop quoi dire après toutes ces belles choses. Alors, si ce n'est que c'est pas parce que j'ai des cheveux gris que j'ai des remèdes de grand-mère, mais ouais, soyez des entrepreneurs sachants et conscients, et ça devrait bien se passer. Merci à vous trois, Guillaume, Juliette et Franck. Alors vous allez rester avec nous parce qu'on va avoir un temps de questions. Si on peut faire passer le micro, levez la main si vous avez des questions sur peut-être la mise en pratique dans les entreprises, sur comment on prend conscience, qu'est-ce qu'on met en place dans notre entreprise, par quoi on commence. Alors, je ne vois pas s'il y a des mains. Si le micro circule, n'hésitez pas, allez-y. On a dit, on est entre nous, ça va bien se passer, les questions seront bien accueillies. On leur a fait peur. Oui, la première, merci beaucoup. Oui, bonjour. On parlait de remèdes de grand-mère d'un côté, de technologie de l'autre. Moi, j'ai l'impression aussi que la technologie permet aujourd'hui de prouver à des esprits cartésiens que les remèdes de grand-mère, ils étaient très efficaces. Je pense aux transcognitives de Corinne Sombrin ou ce genre de choses. Donc, je voulais avoir votre avis sur comment la technologie peut nous aider à revenir à nos techniques anciennes. Alors, juste une précision,
tous les remèdes de grand-mère ne sont pas bons. Hein. Je ne suis pas convaincu que de mettre des toiles d'araignée sur des plaies ou sur des cancers, ça marche. Peut-être, mais j'émettrai certains doutes sur certaines solutions. Après, ouais, évidemment, on avance dans, j'allais dire, et moi je trouve que c'est ça qui est génial dans notre capacité à être humain. On avance en faisant des erreurs, on avance avec nos petites contrariétés du quotidien. Tout à l'heure, on évoquait presque notre côté schizophrénique à faire tout et son contraire. On veut de la technologie, mais on veut ralentir, on veut aller dans l'espace, mais on ne sait déjà pas comment remplacer les batteries de nos téléphones portables. C'est aussi comme ça qu'on se construit. Moi, souvent, ce que je me dis, c'est que notre civilisation n'est pas si ancienne que ça, qu'on n'en est certainement qu'au début, qu'on soigne finalement assez mal et le corps et les âmes, et qu'on n'en est qu'au début du commencement de ce qu'on a à comprendre, que ça soit en physique, que ça soit en chimie, que ça soit dans l'exploration spatiale. Et j'allais dire... moi, j'essaye de me souvenir qu'il faut rester humble et qu'effectivement, ce qu'on ne comprenait pas hier, on le comprendra certainement demain au regard des nouveaux apprentissages et des nouvelles connaissances qu'on développe au quotidien. Et bien évidemment qu'il faut se tromper pour pouvoir, qu'il faut pouvoir avancer. Donc, je crois que ça fait partie du process. En tout cas, c'est ma conviction. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que c'est finalement toutes les avancées qu'on a pu avoir dans un certain nombre de domaines, l'agriculture, la nutrition, etc. Ça a fait qu'on est aussi revenu à des choses qui étaient un peu basiques et qui étaient déjà, si ce n'est maîtrisées, en tout cas qu'on faisait voilà, qui semblait logique à une certaine époque. On ne savait peut-être pas d'ailleurs toujours pourquoi ça fonctionnait, mais en tout cas, maintenant, il faut qu'on arrive à nous le démontrer pour qu'on soit capable de revenir à des choses peut-être un peu plus simples. Donc c'est vrai que c'est un peu cette alliance entre du bon sens, des choses plus anciennes, plus classiques, qu'on a déjà utilisées, qui avaient été mises en pratique et qui marchaient, et de la technologie, qui font qu'on arrive à faire cohabiter les deux mondes, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Franck ? Ouais, c'est difficile de parler de ça, mais en fait, moi, j'ai toujours... je m'intéresse beaucoup à l'intelligence spirituelle, en fait. Et en fait, dans ce monde-là, en fait, il ne faut pas toujours vouloir tout démontrer, tout simplement. Ouais. Donc, des fois, il y a des choses qui marchent, on ne sait pas pourquoi, il faut l'accepter. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas pourquoi qu'il ne faut pas continuer à explorer d'autres pistes. Et je pense que... Alors moi, je suis très tech, hein, ça fait des années et des années, je suis un passionné de techno, mais il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas envie d'avoir techno, en fait. Voilà, c'est une conviction personnelle, mais moi j'explore certaines choses, et d'ailleurs on le voit chez les entrepreneurs, il y a une espèce des fois de honte en fait à dire qu'on va se faire des retraites spirituelles, qu'on va partager en fait du yoga ou je ne sais quoi, et ça se dit de plus en plus. Mais en tout cas, moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, et j'aime bien lâcher mon esprit cartésien de temps en temps, mon esprit scientifique. Ça fait un grand bien. C'est vrai, un peu de méditation. Merci pour cette première question. On peut enchaîner, si vous voulez, là-bas. Oui, bonjour. Merci pour votre intervention. Moi, je voulais en fait revenir un peu sur ce que vous avez dit depuis le début sur le côté technosolutionnisme pur et dire, et aussi sur l'intervention, sur la question précédente, sur à la fois peut-être l'opposition entre, enfin pas forcément l'opposition, mais la complémentarité entre les recettes de grand-mère et aussi la technologie. Est-ce que ça veut dire que on oppose forcément ces technologies anciennes à toujours la recherche accrue de technologies et de recherche de transcendance au niveau de l'esprit humain? Est-ce que quand vous parlez de fausses bonnes idées, c'est la menace du transhumanisme peut-être, est-ce que c'est ça que vous avez en tête ou pas? Parce que finalement, pourquoi opposer à la fois les remèdes de grand-mère? Effectivement, ils ne marchent pas tous, ça on en est conscient, mais la technologie nous a aidés sur beaucoup de domaines, notamment la santé. Effectivement, les remèdes de grand-mère ne vont pas soigner tous les cancers, malheureusement. Pourquoi toujours cette opposition entre finalement la technologie et le côté un petit peu plus cartésien? Est-ce que c'est quelque part
plutôt sociologique et éthique que finalement technologique? Désolé pour cette longue question. Si, mais comment on peut allier les deux, ouais. Ouais, j'allais dire, c'est pas tant la longueur de la question, c'est surtout la profondeur de la question, moi, qui m'impressionne. Et je ne sais pas si je saurais y répondre, mais j'allais dire, moi, de prime abord, je m'interdis rien d'un point de vue scientifique et je ne mets pas les choses en opposition. Je mets les choses à peu près au même niveau. J'essaye par contre de prioriser mes axes de recherche ou ma capacité à travailler sur un certain nombre de sujets. Mais au contraire, on l'a dit tout à l'heure, le bon sens, il est essentiel. La technologie, alors aujourd'hui, ce qu'on appelle technologie, d'ailleurs, ce n'était pas ce qu'on appelait technologie hier, et c'est certainement pas ce qu'on appellera technologie demain. J'allais dire, les technologies d'hier, les opposer avec les technologies d'aujourd'hui, ça ne fait pas sens. En tout cas, moi, ça me paraît être une opposition qui fait pas sens. Et s'interdire des sujets, s'interdire l'exploration de certains sujets, d'un point de vue scientifique, moi, je trouve que c'est un non-sens. Et mettre un prisme cartésien par rapport à ce qu'on fait dans les sciences ou ce qu'on fait dans la technologie, c'est à mon sens également aussi un non-sens parce que c'est juste une façon de visualiser le monde, de l'interpréter, de le codifier, de le rendre accessible aux autres. Tout à l'heure, on exprimait l'importance de rendre les choses lisibles pour pouvoir partager ces réflexions et avancer tous ensemble. Mais il n'y a pas que des logiques cartésiennes pour pouvoir résoudre les problèmes du monde. Il n'y a pas que le langage mathématique pour pouvoir modéliser l'univers qui nous entoure. Il y a des multitudes d'autres façons d'envisager les choses. Peut-être que la méditation fait partie des voies d'accès sensibles à la compréhension de notre univers, à ces éléments qui vont nous donner des clés de lecture, des clés pour justement faire progresser notre civilisation, notre humanité dans ce qu'elle doit devenir. Et tout ça, il ne faut surtout pas se réfréner là-dessus parce que bienheureux celui qui sait où est-ce qu'il faut aller et comment est-ce qu'il faut y aller. Ouais. Juliette, Franck, si vous voulez compléter. Ouais, non, moi, en complément, moi, je les oppose pas du tout non plus. Au contraire, je trouve qu'il faut juste les compléter. Et la techno, en fait, nous apprend, en fait, à nous découvrir, à découvrir nos capacités. Et en fait, la techno nous a fait faire des bonds en avant sur plein de sujets. On a découvert tellement de choses avec la techno, donc je les mettrai jamais en fait en opposition. Plus un complément, en fait, tout simplement. Ouais, et oui, c'est ça. La techno, c'est l'outil qui est souvent une finalité des découvertes scientifiques qu'on fait, de l'exploration scientifique et le côté spirituel. Ouais. C'est ça, c'est chercher à garder de l'humanité dans l'humanité, en fait. Donc, qu'on le fasse... on peut le faire avec ou sans techno, mais de toute façon, je pense que personne n'a vraiment envie d'arrêter la technologie et ses avancées. Donc, c'est effectivement, qui en plus, on met pas toujours la même chose. On met plus la même chose derrière ce terme-là. Mais... Je ne sais pas ce qui différencie la techno de l'humain. C'est quoi quand on voit l'intelligence artificielle, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait la différence? Et on pourra prendre une dernière question après, s'il y en a une. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça déjà sur ce La techno de l'humain. La techno de l'humain, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas faire avec la techno qu'un humain peut faire? Alors aujourd'hui, ça devait être très schématique. Ce qu'on met dans techno, c'est les ordinateurs, c'est les robots, c'est les capteurs. Mais on va découvrir très rapidement, et plus rapidement que ce qu'on l'imagine, que l'humain est aussi une technologie. Parce qu'on va on a déjà commencé d'ailleurs en médecine à cultiver l'humain, à cultiver de la peau, à cultiver des organes, qui sont des formes de technologie ou de biotechnologie assez abouties, mais qui sont des technologies qu'on va utiliser pour continuer à progresser. Et que finalement, la frontière est assez perméable entre ce qu'on appelle technologie et l'humain. Mais effectivement, la technologie est un outil dans notre quête d'humanisme, dans notre quête de ce qu'on doit devenir. C'est plutôt un bon outil. C'est pas le seul, mais voilà. Merci. On a une dernière question. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur le terme un petit peu de technosolutionnisme, derrière lequel en fait moi j'entends beaucoup de dérives de marketing et de communication depuis des décennies qu'on a vu en fait où en fait on a présenté systématiquement la technologie comme une solution. Même encore aujourd'hui, finalement, on vend tous des solutions tout le temps. Parfois même sur des problèmes, on ne sait pas vraiment si c'est des problèmes. Enfin, c'est une première réflexion. Mais
vous disiez voilà, que ce serait bien de mettre en place un cadre, des normes, j'entends, pour s'organiser entre institutions et business. Et on avait commencé à évoquer également l'idée qu'on avait lâché dans la nature des jouets et qu'il fallait peut-être essayer de trouver des mécanismes sociétaux, je crois que c'est ça que vous aviez dit, pour donner les clés à monsieur, madame, tout le monde de ce que c'est que la technologie, les impacts que ça a, etc. Et donc, je voulais un petit peu qu'on creuse ce point-là, si vous pouviez peut-être approfondir qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme mécanisme justement pour un peu plus sensibiliser et donner les informations clés aux consommateurs finalement, à tout un chacun. Merci pour cette question. Alors, quels outils on peut avoir? On a 4 heures, c'est ça? Ouais. Là, on a moins 2 minutes. Je crois qu'on le fait quand même. Déjà aujourd'hui, on le fait, mais on le fait peut-être pas. On n'a peut-être pas encore trouvé toutes les clés pour éviter d'être dans ce que je disais tout à l'heure, un peu en réaction. Mais on est quand même déjà là-dedans. On n'a pas l'impression quand quelque chose arrive que tout est génial. ChatGPT, etc. Il y a quand même, dès le moment où ça a été, voilà, on a pu commencer à l'utiliser, il n'y a pas eu, je sais pas, je suis pas sûre qu'il y ait un engouement excessif et puis qu'après on soit obligé de revenir en arrière. Je pense qu'on le fait quand même déjà ça, même si on a besoin de progresser sur ce genre de domaine. Ouais, je pense qu'on l'explore. En tout cas, moi dans mon métier d'expert du numérique responsable, on sensibilise, on acculture, on évangélise énormément sur ces sujets-là. Force est de constater que ce n'est pas suffisant. Force est de constater que le formalisme qu'on utilise n'est pas accessible à tout le monde. Pour vous donner un exemple simple des impacts de la technologie sur l'être humain, le fait d'exposer des nourrissons à des écrans. Alors, on le fait tous, ou en tout cas, on est nombreux à l'avoir fait, avoir donné un smartphone à un enfant parce qu'on n'avait pas le temps de s'en occuper ou parce que c'était le meilleur moyen d'arrêter qu'il pleure ou de passer 5 minutes au calme. Aujourd'hui, on sait, en tout cas, on a des études qui ont démontré que ça avait un impact sur le cerveau et sur la maturation du cerveau de ce nourrisson et que ça va créer un adulte. Alors, je vais pas dire s'il est mieux ou moins bien, mais en tout cas, ça allait créer un adulte différent. Et le fait d'avoir cette information-là, ça pourrait être important de rappeler avec une petite étiquette, avec un label signalétique, rappeler que sur les boîtes des téléphones, ou sur les boîtes des ordinateurs ou des télés, que c'est des matériels qui ne doivent pas être exposés à des enfants à partir d'un certain âge. On le fait sur les bouteilles de vin. Pour les femmes enceintes, on pourrait le faire sur les smartphones pour les enfants en bas âge. Ça, c'est un premier exemple. On a d'autres exemples. Aujourd'hui, on sait que dans la population des moins de 25 ans, on a jusqu'à 20% de la population qui passe plus de 8 heures sur ces écrans. 8 heures de la journée sur les écrans, ça interpelle les médecins parce que c'est le temps qu'on devrait passer à dormir. Et du coup, notre physiologie, elle ne le vit pas très très bien. Et aujourd'hui, alors on commence à le démontrer, que quand on passe du temps derrière un écran, on est sédentaire et que cette sédentarité-là, elle n'est pas terrible pour l'être humain parce qu'on ne fait pas de sport, parce qu'on prend du poids, parce que les organes fonctionnent moins bien, parce que la circulation fonctionne moins bien, le cerveau fonctionne moins bien. Et bizarrement, on est à 2 doigts de démontrer que entre, la crise de société qu'on observe chez les adolescents, cette détresse qu'on peut observer chez les adolescents qui prend différentes formes, et le temps d'écran, il y a une relation de cause à effet. Et à partir du moment où on le sait, c'est bien d'en parler, mais c'est peut-être aussi bien de pouvoir l'étiqueter pour que les gens qui ne s'intéressent pas à la technologie, mais qui l'ont quand même dans les mains, puissent comprendre qu'il y a un truc sur lequel il faut faire gaffe. Et que s'ils ont besoin de creuser, après, de creuser comme de nécessaire. Merci. Est-ce que Franck, tu veux rajouter un petit mot de la fin sur cette question? Comment on fait? Je crois que c'est un peu compliqué, mais oui, je pense que la transparence, j'ai en tête, peut-être que c'est pas le bon exemple, mais on voit beaucoup maintenant de petits chats en fait qui viennent vous répondre et qui sont plus ou moins intelligents.
Des fois, il y a un humain derrière, des fois pas. Peut-être qu'en disant cette solution ou cette option a été générée par IA, ça pourrait être intéressant au moins de le mentionner. En disant après, vous suivez le conseil ou vous ne suivez pas, c'est votre problème, mais c'est peut-être une petite idée comme ça jetée en l'air. Si, c'est bien. Donc continuer à analyser l'impact qu'on a avec nos solutions, les solutions qui sont mises sur le marché. Donc peut-être chacun, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, de créateurs de solutions, d'ingénieurs dans la salle, se dire qu'est-ce que je crée, quel impact ça a, et ensuite informer pour que l'acte d'achat soit pris avec conscience. Merci beaucoup à vous trois. On peut les applaudir. Merci pour vos questions.